Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour le dernier JT de la semaine. Au sommaire ce soir, Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant. Plusieurs générations d'enfants ont fredonné la célèbre chanson du long métrage de Michel Oslo. Cette pointure du cinéma d'animation était de passage à Annecy pour découvrir une exposition consacrée à sa vie et à son œuvre. Reportage à suivre. Et puis elle représente 4 milliards d'euros et près de 6 000 emplois en France. La filière de l'outdoor est un des fleurons de l'industrie savoyarde. À Annecy, le pôle Outdoor Sport Valley a organisé sa grande réunion de rentrée pour faire le point sur la santé du secteur. Il est une des figures majeures du cinéma d'animation. Michel Oslo, le réalisateur du célèbre Kirikou, de Prince et Princesse ou encore d'Azur et Asmar, était à Annecy cette semaine. Il a découvert la première exposition d'envergure dédiée à son travail. Au total, près de 700 mètres carrés lui sont consacrés. Dans les salles du musée Château d'Annecy, plus de 400 œuvres originales retracent sa carrière bien remplie et nous avons suivi le cinéaste dans sa déambulation au reportage. Une malencontreuse chute l'a empêché d'assister en juin dernier à l'inauguration de cette exposition. Michel Oslo découvre enfin en ce mois de septembre le travail réalisé par les musées d'Annecy. Et c'est vraiment un hommage qu'on me rend et auquel je suis sensible et qui pourrait me rassurer au cas où j'aurais des doutes sur mes accomplissements. Je veux en faire d'autres, mais quand même, bon, j'ai fait mon boulot. Le fait que ça se passe à Annecy, c'est le meilleur endroit pour moi. Annecy et le festival d'animation a été ma bouée de sauvetage et ma bouffée d'oxygène pendant très longtemps. Cette expédition devait être faite à Annecy, et puis maintenant elle peut voyager. Depuis le 4 juin, les visiteurs se pressent pour découvrir la vie et l'œuvre du créateur de Kirikou. Plusieurs salles rassemblent des objets et des documents inédits, prêtés pour la plupart par l'artiste lui-même et qui nous font entrer au cœur de sa création. On voit que l'œuvre de Michel Oslo a vraiment touché tous les âges. On a des personnes âgées, des enfants, des familles, des adolescents, des étudiants en art qui viennent aussi pour voir le travail de Michel Oslo. Donc un public très varié et des très bons retours. Donc on est ravis et en même temps je ne sais pas si on peut dire qu'on est surpris parce que vraiment le travail de Michel Oslo, il a touché tellement de gens, que ce soit les films de silhouette, que ce soit Kirikou, Oiseau et Asmar, que je pense que découvrir ses dessins, découvrir sa manière de travailler et aussi découvrir d'autres facettes de Michel Oslo est quelque chose de très intéressant pour le public. De ses débuts difficiles à son lien avec le Festival d'Annecy, en passant par la genèse de ses plus grands longs métrages, l'exposition Michel Oslo, artificier de l'imaginaire, est à découvrir jusqu'au 11 octobre au musée Château d'Annecy. En bref, mis en sommeil depuis 2020, le ski-train d'Eurostar qui relie Londres à Moutier et Bourg-Saint-Maurice reprendra du service cet hiver. Spécialement affrété par la Compagnie des Alpes, numéro 1 français des domaines skiables, il doit favoriser le retour de la clientèle britannique dans les stations savoyardes, une clientèle qui fait défaut depuis la crise sanitaire et le Brexit. Dans l'actualité également, le Football Club d'Annecy continue pas à pas sa route vers la professionnalisation. Il vient ainsi d'annoncer la création d'un fonds de dotation appelé le FCA Social Club. Il doit permettre de renforcer les actions sociales du club dans les secteurs de l'éducation, du handicap, de la citoyenneté, de la solidarité ou encore de l'environnement. Ce fonds sera financé par le club lui-même et par ses partenaires privés, publics et institutionnels comme la ville d'Annecy. On écoute quelques précisions au micro de Lucas Ruche. Le fonds de dotation, c'est quelque chose qui va structurer, mettre en avant et rendre officielles toutes les actions que le club porte depuis des années. Marie vous fera un topo là-dessus tout à l'heure si vous voulez, mais on n'a pas attendu, si vous voulez, de créer un fonds de dotation pour s'inventer une politique RSE au club. C'est des choses qu'on fait depuis des années, mais qui, à notre sens, étaient trop confidentielles, méconnues et étouffé par les enjeux sportifs de notre projet autour du football.
Le foot aujourd'hui est un formidable vecteur qui rassemble énormément de gens. Et la volonté du club aujourd'hui, c'est de rendre visible toute cette partie et de faire en sorte que le FC Annecy devienne un club modèle de par son engagement sur le territoire. On a 5 thématiques sur lesquelles on travaille: le handicap, la citoyenneté, l'éducation, la solidarité et l'environnement. Donc ce sont les bénéficiaires de ces 5 thématiques-là aussi pour lesquelles on bosse aujourd'hui, on s'est structuré. En fait, on veut mettre à profit notre staff, les infrastructures, les bénévoles, l'image aussi du club, l'identité aussi de l'équipe 1, pour essayer En fait, on a conscience que le foot et le fonds de dotation, c'est un potentiel formidable en fait de solidarité. On s'est dit, il faut qu'on s'appuie sur tout ça pour en faire quelque chose. Réunis ce jeudi sur les bords du lac d'Annecy, les acteurs de la filière outdoor française font le point après une période difficile à gérer. De nombreux fabricants de matériel de sport rebondissent. Ils tentent d'adapter leur activité aux aléas de la situation sanitaire mondiale. Un vrai défi qui marque peut-être le début d'une nouvelle ère pour ceux qui résisteront. Les explications d'Emmanuel Jaude. Lourdement impactées par le contexte économique international, les entreprises de l'outdoor tentent aujourd'hui de rattraper le retard accumulé pendant la crise. De la jeune start-up au grand groupe international, tout le monde en a subi les conséquences, même si pour certains, le contrôle de la production a permis de limiter les pertes. Des infos qu'on a sur le groupe, on va réussir à livrer à peu près 85-90% du carnet de commandes sans souci. Ensuite, il y a encore 10% où on a un petit doute sur les livraisons de cet hiver. Mais on a la chance aussi d'avoir une bonne partie de la production qui est faite dans nos usines. On a des usines en propre en Tunisie et en Hongrie. Et du coup, ça nous permet de gérer au mieux cette crise. Il faut dire qu'après plusieurs confinements, l'appel de la nature n'a jamais été aussi présent en France. Une chance pour de nombreuses marques, à condition de pouvoir suivre la cadence. Il n'y a jamais eu autant de gens qui voulaient aller dehors et qui voulaient pratiquer des activités sportives. Donc c'est très bénéfique, ça veut dire qu'il y a un marché qui est là. Maintenant, la problématique était au départ plus de la vente, maintenant elle est plus de l'approvisionnement. Donc les entreprises s'organisent, anticipent, rationalisent. Ça nous amène peut-être à réfléchir peut-être de produire plus localement, de produire plus vert, de produire plus durable, de peut-être vendre différemment, de louer, de vendre de l'occasion. Donc on est en pleine mutation, c'est extrêmement intéressant. Les entreprises sont mobiles, elles sont actives et nous allons trouver ensemble les solutions pour produire un modèle pour demain. Un vrai challenge qui sourit aux audacieux, car si la production de matières première a baissé de manière globale, elle a permis à certaines petites structures de se faire une place dans un milieu très concurrentiel. On a subi une hausse des matières premières, comme je pense dans énormément d'industries, tous les métaux, donc l'aluminium, même les tissus, puis le prix des containers qui a quasiment triplé. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué pour importer de la matière, et surtout dans l'industrie de l'outdoor, où tout vient majoritairement d'Asie. C'est quand même les leaders en termes de fabrication, etc. Donc ça, effectivement, c'est pas évident. Après, je pense que tout entrepreneur se doit aussi de s'adapter, et le Covid a ce côté un peu excitant qui rebat un peu les cartes aussi du marché, qui éventuellement met des nouvelles règles en place, crée des nouvelles attentes clients, et je pense qu'il faut s'adapter. La période à venir est donc cruciale pour l'économie de l'outdoor, un vrai passage de cap dont dépendra sûrement l'avenir de la filière de l'équipement de sport. Elle a exposé ses œuvres à travers le monde et obtenu plusieurs distinctions pour ses créations. Joëlle Pénaud est céramiste, elle crée des objets du quotidien, des tasses, des assiettes ou encore des bols, mais aussi des œuvres d'art. De son atelier à sa boutique, elle invite les visiteurs à s'essayer à l'art du modelage du côté de Saint-Gervais. Nous l'avons rencontré, reportage. Une cuisson minutieuse, une bonne dose de patience et une créativité débordante. Ce sont les ingrédients d'une céramique artistique et utilitaire réussie. À Saint-Gervais, en Haute-Savoie, Joëlle Pénaud nous ouvre les portes de son univers imaginaire et poétique. Elle a choisi le grès comme matériau de base à ses créations, inspirées de l'humain et de la nature. Pour moi, c'est tellement une minute de bonheur que de le matin choisir un bol, qui ne sont pas les miens d'ailleurs, qui sont de collègues, et de boire mon petit déjeuner dans un beau bol qui a une âme, quoi. Ça, c'est tellement important pour moi. Donc ça, j'essaye de produire pour les gens aussi, pour leur procurer ce bonheur-là. Et les sculptures, c'est vraiment autre chose. Et je pense que le spectateur, il a
un coup de cœur ou pas. Ça lui renvoie quelque chose de lui-même aussi, par rapport au regard qu'il peut avoir. Et je trouve que c'est très très important. Contrairement à ce qu'on a pu dire, c'est essentiel l'art. Pour obtenir ce résultat, il faut respecter un processus bien précis. La cuisson se fait par étapes pour ne pas risquer de faire exploser les objets ou les sculptures. Chacun d'entre nous, céramistes, nous avons nos petites recettes, comme une cuisinière derrière son fourneau. Et la mienne, je travaille à la plaque. Donc un peu comme une couturière, je fais des patrons et je les assemble. Je fais toujours tout à la main. Et ensuite, je laisse sécher. Quand c'est bien sec, je passe une première fois au four dans une cuisson qui s'appelle le biscuit et qui monte à peu près à 950 degrés. Et dans mon four, il reste 3 jours. Pas que ça mette 3 jours de cuisson, mais il faut le temps que le four refroidisse. Ma courbe de température pour le biscuitage est environ 10 heures. Les pièces sont sorties, peaufinées, poncées et émaillées. Joël applique des émaux brillants ou mat avant de faire cuire à nouveau ses créations pendant 3 jours. Certaines pièces contiennent de l'or et nécessitent une 3e cuisson à 750 degrés, également pendant 3 jours. Le temps aussi, le temps passé dedans, c'est important, je trouve. Ce que les artisans peuvent, ou les artistes peuvent produire, c'est pas anodin. Et ce qu'on met dedans, c'est pas anodin non plus, c'est pas une machine qui fait les choses là. Donc en fait, l'objet, il irradie ce qu'on a mis dedans après. Et c'est forcément, et on le ressent par rapport au bonheur qu'on peut avoir, la personne qui l'a fabriqué, ce qu'elle a pu mettre dedans, c'est juste, voilà, magique aussi, formidable. Chaque année, Joël suit une formation pour continuer d'apprendre sur son art et d'échanger avec d'autres créateurs. Elle participe à quelques marchés de potiers et à des expositions partout en France. Sa boutique, ouverte sur la rue, nous invite à notre tour à nous essayer à la sculpture en laissant libre cours à notre créativité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo de Thierry Paul. Mais ce week-end, vous avez rendez-vous avec 2 événements sportifs à suivre sur notre antenne. Le trail de Faverges-Settenay ce samedi à partir de 8h45 et la course de VTT de la Forestière dimanche dès 7h45. Lundi, vous retrouverez Sébastien Germain pour une nouvelle semaine d'actualité. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. À très vite sur 8 Mont Blanc.